c'est pas souvent que je reçois des tubes. Et c'était tout léger. Et dans le tube, tout ce qu'il y a, c'est un genre de papier calque. C'est une astuce, je sais pas si ça va fonctionner. Je vais prendre ça. Ça, c'est un souvenir. Quand tu coupes le papier calque et que tu as le ciseau, oh, tu peux avancer juste. Souvenir des apprentissages de bureau d'études en intérim, 1976. Je vais en faire quoi de mon papier calque? Enfin, je vais le mettre devant mes loupiottes avec une pince. C'est pas vraiment un papier calque pour écrire, c'est un papier calque de photographe. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Je sais pas, mais je suis moins ébloui. Ah, je sais encore faire. Je diminue le diamètre. Ça fait une jolie musique. Et là, ça doit rentrer. Boum! On remet le bouchon. On passe aux choses sérieuses. Oh! Fallait bien qu'il y en ait un qui tombe. On va s'arranger ça. Je me doutais que c'était trop d'un coup. Je me suis toujours demandé, dans cette espèce de pulsion intérieure qui te fait que chaque matin, allez, tu le pousses ton livre, tu marches, tu vois pas le bout, c'est que le premier jet, donc c'est mal foutu. Allez, t'avances. Si il n'y avait pas ce... C'est dit comme ça que tu fabriques du massif. Or, il y a longtemps que nous, c'est plus fabriquer du massif. Il y a même cette espèce de tendance à faire des livres de plus en plus minces. Il y a les gros bras. Alors, est-ce que c'est une image de virilité? Non, certainement pas. C'est pas ça que je veux dire. Ce qui est beau dans l'histoire de Georges Simenon, c'est que ça commence journaliste à Liège. Ça commence par des nouvelles. Ensuite, il y a un commissaire Maigret qui arrive, le chien jaune, la nuit du carrefour, mais il n'est pas dans le titre. Et puis ensuite, ça y est, c'est la marche en avant où il sera toujours nommé dès le titre. Mais il y a tout ce continent. Mais il y a tout ce continent qui commence à s'accumuler autour, qui sont les autres Simenon. Et dire, là, moi, j'ai tout ça. Ça s'appelle Tout Simenon. Je crois qu'il y en a une bonne vingtaine de tomes. J'ai eu 17, il doit m'en manquer quelques-uns. Qu'est-ce qui faisait ça? Presse de la cité. Alors évidemment, tu t'en aperçois pas. D'abord, moi j'en avais toujours à traînailler en poche. Et puis petit à petit, t'en achètes un. D'abord, tu commences par ce qui est pour toi la grande époque, ce dont tu te souviens un petit peu mieux. Puis ensuite, tu dis, bon, c'est bon, j'en ai 5-6. Tu grossis, tu prends l'habitude. Puis ils sont bien foutus. C'est du costaud, c'est du solide. Ça jaunit un peu, mais c'est une couverture souple, un peu toilée. Puis tu te dis, une collection pareille, pour que ça ait de la gueule, il faut que tu aies l'intégrale. Mais le problème, c'est que, wow, il tient de la place, le mec. Tient de la place, mais si tu divises par le nombre de fois où tu relis, et puis alors là, il faudrait d'autres statistiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu relis? Tu en prends un au hasard. La prison, Maigret hésite. La main, l'ami d'enfance de Maigret. Il y a encore des noisetiers. Novembre, Maigret est le tueur, Maigret est le marchand de vin. Donc Maigret hésite, je sais ce qu'il y a dedans. L'ami d'enfance de Maigret, je sais ce qu'il y a dedans. C'est pas un de mes préférés. Maigret est le tueur, un classique. Maigret est le marchand de vin aussi. Par contre, la prison, je sais que je l'ai lu.
Est-ce que je m'en souviens? Ouais, vaguement, des petites images, des couloirs, la façon de retransmettre les grilles. La main, je sais pas du tout ce que c'est. Novembre, pas encore. Et il y a des noisetiers, il y a encore des noisetiers, ça, certainement que j'ai pas lu ça. Je sais pas, j'ai pas forcément envie de lire tout Simenon. Ça me fait toujours penser comme une espèce de Dostoïevski un peu dissous. Tu travailles toujours sur des choses euh, pas propres, un peu de culpabilité, mais tu prends ce tout petit machin, tu le fais exister dans une toute petite bulle de trucs là où Dosto, il va. Alors pourquoi je sors ça? Voilà, je commence à être un peu submergé. Submergé parce qu'il pleut, il pleut dehors, et puis que on bouge plus. C'est pas simplement ça, mais c'est vrai que ça tire un peu au moral, là, ces jours qui restent totalement gris. C'est le fait que depuis le 20 décembre, donc 20 janvier, etc., ça fait bientôt 6 semaines là, que je suis tous les matins dans ce bouquin, et ça prend de la place, ça prend de la place. Alors, tu repousses un peu les trucs sur les bords, tu commences à faire une liste des choses à faire, et puis tu commences à répondre. Bon, même les mails, la boîte mail, il y a tout ce qu'il faudrait écluser, trier, répondre. Tu as envie de répondre, c'est pas la question, mais c'est l'impression que si tu te mets là-dessus, c'est cette espèce de latence. Qu'est-ce que tu vas évider alors qu'il faudrait rester dans une espèce de position pas minérale, pas crabe, mais quelque chose de cet ordre en attendant que le lendemain matin, tu recommences les 50 minutes ou l'heure un quart qui t'est concédé pour avancer ton premier jet, puis il faudrait que ça aille jusqu'au bout avant de trouver une part de liberté. Alors pourtant, il y a des trucs qui sont promis, il y a la postface, il y a un article, et t'as du mal, t'as du mal, t'as du mal. Sans parler des démarches amicales qui disent tu peux jeter un œil à mon texte. Bon, moi je jette pas un œil. Si tu prends un texte, c'est une bassine. Tu te lances dedans, le cul le premier, et puis c'est un travail. Alors, là, dans la tête, c'est plus difficile. Tu restes enfermé. Mais là, comment je ferais? Simenon, c'est une affaire un peu personnelle. C'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, toute la période d'occupation, il est venu vivre tout à côté de La Rochelle, Hainande. Et puis, il avait une secrétaire aussi à la Faute-sur-Mer. Il est venu vivre aussi, il avait loué une maison à l'Aiguillon-sur-Mer. L'Aiguillon-sur-Mer, c'est là où moi j'ai vécu ma première année. Ma mère était institutrice à l'Aiguillon-sur-Mer avant qu'on déménage à Saint-Michel-en-Lerme. Et à Saint-Michel-en-Lerme, c'est le garage du grand-père paternel. Et Simenon, je ne sais pas s'il avait une traction, je crois, dans le souvenir, pas un souvenir personnel, un souvenir raconté, mais il prenait l'essence chez ma grand-mère. Et l'essence, à ce moment-là, ça voulait dire, puis elle, c'était à 4 heures du matin, une pompe à bras. Et ils étaient amis avec cette dame, Ponetta, je crois, qui était la secrétaire de Simenon. Ces gens-là, ils ont des secrétaires. Pour moi, ce qui est important, c'est pas le lien à la grand-mère, c'est un autre lien symbolique. C'est-à-dire, tu touches un livre, tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit derrière. Et que ce quelqu'un, il a pu prendre de l'essence là où toi-même, là, ta grand-mère, elle te laisse faire ça pour la mobilette de passage avec le mélange où tu règles la petite molette à 4 ou 6%. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a un magazine, c'est en Poitou-Charentes, du temps où ça s'appelait encore Poitou-Charentes. Et ça remonte à plus de 20 ans maintenant. Un gars qui s'appelle Jean-Luc Terradillos. Et la première fois qu'il m'a demandé un article, moi j'ai commencé à écrire sur ça s'appelle Civray, ville complète. Civray, c'est le bled où j'ai été, disons, de la 6e à la première. Donc évidemment, une sorte de masse d'apprentissage, et puis ça me paraissait une grande ville par rapport à le petit bled vendéen, là d'où on venait. Il y avait un collège, il y avait un lycée. Collège, on venait d'avoir tout juste à Saint-Michel-en-Lerme. Je l'ai traîné même, dans les baraquements paillerons, à la Boucarde. Et puis, si vrai, tout le monde vivait là. Les profs du lycée, tu savais où ils habitaient dans le patelin, etc., etc. Il y avait tous les commerces. Il y avait 4 garagistes. Le Citroën, c'était nous. Le Peugeot, Tabarin. Le Simca, je sais plus qui. Et puis Bourdin, c'était Renault. Ça vivait, ce truc. Et puis là encore, mentalement, je peux le parcourir, le revisiter. Et tous les ans, ce magazine Actu Poitou-Charentes, Actu PC,
ce qui était bien, c'est que le travail de Terradillos, puis ceux qui l'entourent, c'était d'associer ceux qui sont à la fac, qui recherchent des trucs, ceux qui, dans les champs, l'agriculture, ou les archéologues, et font... C'était un premier exemple de choses un peu interdisciplinaires. Alors, c'est bizarre, parce que depuis le temps que ça existe, comme chaque année, leur numéro spécial, je fais un article qui vient tourner autour de Civray, j'en ai un petit bouquin qui est prêt. Alors, je n'ai pas forcément envie de l'imprimer tout de suite. Je laisse ça mûrir. C'est une espèce de pousse qui se fait toute seule. La dernière fois, le thème, c'était les odeurs. Allons-y, les odeurs. Avant, ça avait été le bruit, etc., etc. Et là, Jean-Luc dit, mon numéro d'été, ça va être sur la notion de fait divers. Fait divers. J'ai rien dit. Bon, peut-être qu'en 20 ans, t'en as fait assez, fait divers. Moi, j'ai un livre qui s'appelle Un fait divers. C'était lié pour moi à la période Angers plus tard. Alors, j'ai pas répondu. Puis là, 3 jours, il me renvoie un mail. Alors, j'ai pensé que... c'est bien, mon gars, pense pour moi. Mais bon, c'est un copain, quoi. Il dit, fait divers, tu nous ferais bien sur Simenon. Puis là, tu veux dire, non, parce que depuis quelque temps, j'ai décidé que je disais non à toutes les demandes pour me concentrer sur mon livre. Puis après, tu dis, Simenon, quoi. Alors, l'idée qui est venue, puisque c'est un magazine régional, en plus, maintenant, c'est lié aussi, c'est là, ils ont fondu ça avec l'Aquitaine. Moi, je n'appelle pas ça Nouvelle-Aquitaine, j'appelle toujours ça Poitou-Charentes. Et le Poitou-Charentes, c'est encore bizarre, parce que la Vendée, mon coin, le sud de Vendée, avant cette espèce de réunion artificielle par Napoléon, le nord de la Vendée, là, les Chouans, tout ça, c'est le cul de la Bretagne. On le leur laisse aux Bretons, dès qu'ils auront repris Nantes, et faire une belle région Bretagne. Mais non, ils ont mis la Vendée dans le pays de la Loire. Alors que, moi, toute cette poche, La Rochelle, Marais-Poitevin sec où j'étais, là, Saint-Michel-en-Lerme, eh bien c'est le Poitou, évidemment. Là, ce qui me revenait, c'était Simenon à Poitou. Alors, il y a certains, je sais qu'il y en a un qui se passe au Sable d'Olonne, à Maigret. Je sais qu'il y en a un autre, c'est plutôt vers l'Aiguillon, justement. Et puis, il y a celui de Fontenay-le-Comte. Et en réfléchissant à Fontenay-le-Comte, qu'est-ce qui me revenait ? Il me revenait ce côté vide de la ville la nuit. Il n'y avait pas besoin de couvre-feu à Fontenay-le-Comte en 1950. Et puis, ces espèces d'appartements calfeutrés. Et puis, ces hiérarchies sociales extrêmement verticales, extrêmement dures. Il y a toujours cette sensation aussi de ces villes que tu traverses en longueur. Bon, c'est plus le cas de Fontenay-le-Comte. Maintenant, il y a l'autoroute, il y a une rocade. Et puis, c'est une ville qui... J'allais dire... Bon, j'en dis rien. Moi, je l'ai connue du temps qu'il y avait l'usine SKF. Formidable usine, une usine tout enterrée. Il y avait juste comme des hublots, des périscopes. C'était une usine paysagère. Et toi, tu travaillais là, tu avais quand même toute la lumière zénitale, la lumière du soleil. Fini ça. Alors déjà, la première chose, c'est dire, mais le Maigret qui se passe à Fontenay-le-Comte. Allez, 1, 2, 3, qui c'est qui me répond ? Moi, dans ma tête, j'en suis pas sûr, c'est un qui s'appelle Maigret à peur. Tout à l'heure, j'ai vu le 17. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une table des matières un petit peu globale. Il doit y exister des choses où tu trouverais... Je l'ai pour Balzac, pour la comédie humaine. Il y a une géographie de Balzac avec tout Simenon 1, 3 chambres à Manhattan. Celui-là, je l'aime. Maigret se fâche. Maigret à New York. Le destin des Malous. Tout Simenon 2, Maigret et l'inspecteur malgracieux. L'oignon, sacré bonhomme celui-là. On ne tue pas les pauvres types, ça s'en est du titre. Le passager clandestin, celui-là je m'en souviens. La jument perdue, non. Maigret et son mort, ça oui, je m'en souviens. Tout Simenon 3, vacances de Maigret, la première enquête de Maigret. Tout Simenon 4, l'enterrement de Monsieur Bouvet, ça oui, je l'ai lu. Maigret, les petits cochons sans queue, les mémoires de Maigret, faisaient des espèces de flashbacks sur les anciennes nouvelles du temps que Maigret n'était pas encore Maigret. Alors, dans ma tête, c'est un qui s'appelle Maigret à peur. Mais il y en a tellement. Et moi, ça met 1h50 à lire un Maigret.
en gros. Donc ça m'arrive souvent. Enfin, ça m'arrive encore. Ça m'arrive par phase dans l'année. Tu peux avoir une phase de 3-4 jours, une semaine, où tu te prends, où tu te fais tous les jours un maigret. Alors tu pioches là-dedans, tu regardes les index, et, tiens, je relirais bien ça, tu tombes sur un autre. Alors, maigret à peur, où est-ce qu'il serait? Le petit homme d'Arkhangelsk. Celui-là, je l'aime aussi. J'en ai lu quand même pas tant. Ouais, j'en ai lu quand même pas mal des Simenon non Maigret. Maigret est le témoin récalcitrant. Maigret est le voleur paresseux, le client du samedi. Maigret est le clochard, la colère de Maigret. Maigret est le fantôme. Maigret se défend. Ouais, il n'est pas là-dedans. Le petit restaurant des Ternes. Ça, il faut que je le relise pour mon bouquin bistrot. Tout Simenon 6. Le revolver de Maigret. Les frères Ricot. Maigret et l'homme du banc. Oh, un des meilleurs. Antoine et Julie. Maigret a peur. L'escalier de fer. Ça, aucun souvenir. Mais Feu rouge. Ouais, Feu rouge, c'est un truc, ça se passait à la période où il vivait aux US. Et Feu rouge, c'est uniquement un trajet en bagnole et la concentration en fonction des feux plus ou moins distants qui te doublent, que tu rattrapes des bagnoles qui sont devant toi. Juste, ça m'avait... Ouais, tu te dis, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Alors, Maigret à peur, on est dans le 6. Donc, pas le 17. Pas le 16. Et le 17, c'est le 11 que je regardais, je me suis trompé. 9, 6. Oh, bah ça a été vite. Il entendit au pied de l'escalier de fer le déclic de la caisse enregistreuse, la voix de sa femme qui disait à un client « Nous n'avons guère eu d'été, et voilà déjà que ça sent l'hiver. Octobre n'était pas loin. Les baraques foraines, les tirs et les manèges avaient envahi comme chaque année le boulevard de Clichy et le boulevard Rochechouart. Sa femme accompagna le client jusqu'à la porte dont la sonnerie tinta. Il pensa qu'elle allait revenir vers la caisse, peut-être lever la tête vers le haut de l'escalier et demander, comme elle l'avait fait 2 ou 3 fois au cours de l'après-midi « Ça va bien ?» Chaque fois, il avait répondu « ça va », même quand il avait eu sa crise. Alors, Maigret a peur. Julien Chabot. Ouais, c'est celui-là. C'est bizarre, la tête. Hein. Ça marche, alors même que tu croirais pas que ça marche. Après, c'est ça la question. Pour que je fasse l'article à Jean-Luc, faut quand même pas que j'invente, quoi. Après, lui, il était d'accord. Il m'a dit, mais tu peux faire ça comme une fiction. C'est-à-dire, je prendrais le truc, je lui dis, non, je l'ai pas relu. Voilà ce que j'imagine qu'il y avait dans le livre pour que je m'en souvienne de cette façon. Ce sera un point de départ. Tout à coup, entre 2 petites gares dont il n'aurait pu dire le nom et dont il ne vit presque rien dans l'obscurité, sinon des lignes de pluie devant une grosse lampe et des silhouettes humaines qui poussaient des chariots, virgule, Maigret se demanda ce qu'il faisait là. Voilà, Tatou Simenon. Tout à coup, entre 2 petites gares dont il n'aurait pu dire le nom. Maintenant, les trains ne s'arrêtent plus. Mais à l'époque, tu pouvais les réciter par cœur, et dont il ne vit presque rien dans l'obscurité. Tu nommes en disant « Ceci, je n'en ai presque rien vu ». Tu peux l'écrire quand même ? Ben oui, justement, tu écris que tu n'en as presque rien vu. Et des silhouettes humaines, sinon des lignes de pluie, devant une grosse lampe, et des silhouettes humaines qui poussaient des chariots. Juste l'idée de silhouette, de distance. Maigret se demanda ce qu'il faisait là. Peut-être s'était-il assoupi un moment dans le compartiment surchauffé, mais tout d'un coup les sensations, même la température sur le corps. Il ne devait pas avoir perdu entièrement conscience, car il savait qu'il était dans un train, il en entendait le bruit monotone. Tu passes de la chaleur au bruit. Il aurait juré qu'il avait continué à voir de loin en loin dans l'étendue obscure des champs les fenêtres allumées d'une ferme isolée. De loin en loin, dans l'étendue obscure des champs, les fenêtres éclairées d'une ferme isolée. Tout cela, et l'odeur de suie, ça nous, on sait plus ça, qui se mélangeait à celle de ses vêtements mouillés, restait réelle.
Et le mot réel, comme il arrive, le mot réel arrive sur une suite de sensations qui toutes disent l'impossibilité de sensations précises. Il y a aussi un murmure régulier de voix dans un compartiment voisin. Ça, Sarraute, elle a travaillé ça aussi, les voix dans la pièce d'à côté. Mais cela perdait en quelque sorte de son actualité. Cela ne se situait plus très bien dans l'espace, ni surtout dans le temps. Il aurait pu se trouver ailleurs, dans n'importe quel petit train traversant la campagne. Il aurait pu être, lui, un maigret de 15 ans. Maintenant, c'est la logique du temps qui s'en revenait le samedi du collège par un omnibus. Il entr'ouvrit les yeux, tira sur sa pipe qui s'était éteinte. Voilà comment ça commence. Et ben, c'est le maigret de Fontenay-le-Comte. Alors c'est dommage, c'est que Fontenay-le-Comte, il se peut que j'y aille fin mars. Ce serait une bonne idée, on doit travailler sur le fantastique avec des gamins. De leur apporter ça et puis qu'on fasse du maigret revisité. Bon, je vais quand même lui faire son article. C'était du jour, c'était la chronique du jour.